Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là. Évidemment, on est le 30 aujourd'hui et on est tous en attente du point de presse du premier ministre ce soir. J'aurai la chance de vous commenter cela demain dans le podcast du 31. Mais aujourd'hui, je veux particulièrement vous faire un bilan ou mon bilan de l'année politique à la ville de Gatineau. Beaucoup de rebondissements, j'ai pas mal de choses à vous raconter. Mais tout d'abord, je vous demande encore une fois si c'est possible de partager le podcast. Puis la deuxième chose, je vous offre la chance d'économiser 25 dollars sur, dans le fond, un achat de 75 dollars chez Inco Canada. Inco Canada, vous pouvez donc acheter de l'encre pour vos différentes imprimantes à rabais. Inco Canada.com. Comme c'est le site web. Bon, aujourd'hui, donc, Ville de Gatineau. Pour moi, il y a 8 éléments marquants de cette année politique qui a été bien sûr meublée par l'élection à Gatineau, l'élection générale à Gatineau. Tout d'abord, évidemment, la décision, et ça l'a façonné l'année politique, c'est la décision de Maxime Penneau-Jobin de quitter la vie politique sans se représenter, donc contre toute attente. Il a décidé de quitter, évidemment. J'ai l'impression qu'il voyait venir les choses. Premièrement, on a appris par la suite la chicane très importante avec la directrice générale, ce qui a occasionné son départ, ce qui a occasionné également beaucoup de compensations financières. Alors, il mettait donc et l'enjeu ici là, était une question de personnalité. Et Maxime Penneau-Jobin, donc, a fait en sorte que la ville de Gatineau a dû payer une grosse somme à Marie-Hélène Lajoie pour un congédiement déguisé, mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Deuxièmement, on voyait que beaucoup de ces candidats élus la dernière fois abandonnaient le navire. On pense à Cédric Tessier, on pense à Myriam Nadeau, René Amio. C'est des gens qui quittaient le navire. Et j'ai l'impression qu'il n'était pas insensible aux différents sondages qui vous montraient que Action Gatineau était en eau trouble et probablement que le calcul du maire était qu'il ne voulait pas finir sa carrière politique à Gatineau avec une défaite. Il sortait par la grande porte en disant « je ne me représente pas », plutôt que subir la défaite puis d'être forcé de quitter. Alors ça a meublé, bien sûr, comme premier élément, l'année politique. L'autre chose, comme je le disais, la question du départ de Marie-Hélène Lajoie a fait ressortir les tensions à l'interne, les problèmes de fonctionnement de cette ville. Et ce qui va nous amener donc, parmi les premières décisions en 2022, il va falloir que le conseil embauche un directeur ou une directrice générale qui est capable de livrer, est capable de faire fonctionner cette machine-là, qui a été malmenée, qui est désorganisée, qui a subi les contre-coups du 79 Fraser au service d'urbanisme, qui a été instrumentalisé politiquement par Maxime Penneau-Jobin. Donc, pas mal de diachylons à placer sur cette organisation. Et il va falloir que ce soit un directeur général qui soit capable de livrer les services aux citoyens. Parce que c'est la priorité de ce conseil, c'est le mandat fort qui a été livré par la population. Donc, le départ de Marie-Hélène Lajoie a cristallisé des enjeux de gouvernance, mais offre également une occasion de renouveau, bien sûr. Troisième élément, je vais vous parler donc, en lien avec le départ de Maxime Penneau-Jobin, je vais vous parler d'Action Gatineau. Action Gatineau est sans chef, et là, il y a une course à la chefferie, et pour un parti qui se veut dynamique, un parti qui se veut démocratique, puis que c'est une participation citoyenne, il n'y a pas eu personne d'autre que Maude Marquis-Bissonnette qui s'est présenté. Il y a un homme d'affaires qui a dit, si elle y va pas, je vais y aller. Peut-être les motifs sont inconnus, pourquoi il a dit ça, mais essentiellement, c'est que Maude Marquis-Bissonnette se ramasse seule à la chefferie et gagne sans investiture ou sans contestation de l'investiture. Honnêtement, là, si on avait à dessiner un portrait, écoute, d'une candidate ou d'un candidat parfait, on pourrait décider Maude Marquis-Bissonnette. Une jeune femme avec de l'expérience politique, très scolarisée, articulée, s'exprime bien. C'est une femme pour qui l'environnement, c'est la priorité. Écoute, tu dessines le prototype, là, t'arrives pas mal à cela.
Évidemment, cela vient aussi avec des impacts ou des travers, des côtés plus négatifs. Tu sentais que c'est une femme loin, loin, loin du monde, là, très loin des citoyens, plus dogmatique que pratico-pratique. Et j'ai l'impression que ça s'est ressenti en campagne électorale. D'ailleurs, au cours des mois qui ont précédé la campagne, beaucoup de médias québécois regardaient les candidatures au Québec puis se réjouissaient de voir qu'il y avait une relève, une jeune relève dans le monde municipal. Puis on faisait le portrait de ces jeunes, particulièrement de ces jeunes femmes qui décidaient de s'en aller en politique municipale, alors que dans le temps, c'était des gars francophones, blancs, chauves, bedonnants, qui étaient maires. Tu sais. Je fais une caricature, mais on avait beaucoup de cela. Et là, c'est rafraîchissant. On a Catherine Fournier à Longueuil, etc. Et Maude Marquis-Bissonnette faisait partie de ce lot de jeunes femmes, quatrième ville en importance au Québec, beaucoup de monde. Fait que c'est quand même pas rien, on est juste à côté de la capitale nationale. Alors, elle avait le portrait type, elle avait beaucoup, beaucoup de choses à son actif dans son CV, puis on la portait, les médias nationaux la portaient un peu sur un piédestal. La campagne arrive, et les cartes s'alignent parfaitement pour Maude Marquis-Bissonnette. Écoute, 5 candidats, dont une femme absolument néophyte en politique, qui n'est pas vraiment connue du grand public. Elle était à Tourisme Outaouais, mais c'est pas tout le monde qui transige avec Tourisme Outaouais. Puis un autre candidat, d'une forte expérience municipale, très collé sur le monde des affaires, ce qui avait été le parent pauvre, si vous voulez, de l'administration Pedneau-Jobin. Puis tu as 2 autres candidats qui ont des créneaux particuliers, dont un ancien pompier, puis qui s'est impliqué dans toutes sortes de choses, notamment dans le sport, etc. Fait que la table était mise pour une campagne assez facile pour Maude Marquis-Bissonnette, qui en plus, comme parti politique, bénéficiait de l'appui de tous ces candidats qui représentaient Action Gatineau d'un quartier et de l'avantage indu que la loi confère aux partis politiques en termes et d'organisation et de financement. Alors, la table était là, puis on va en rajouter une couche. Comme à sa dernière campagne dans le monde municipal à l'échevinage, ben sa candidate contre elle, ben fait l'objet de salissage, de gens qui sortent du placard et qui décident que pour faire mal à France Belle-Île, on décide de la salir sur sa gestion, si vous voulez, lorsqu'elle était à Tourisme Outaouais. On se rappellera que c'est exactement ce qui est arrivé à Patrick Doyon lorsqu'il y a eu l'élection il y a 4 ans dans le quartier et Maude Marquis-Bissonnette avait gagné sans opposition encore une fois parce que Doyon s'était désisté. Alors, honnêtement, quand tu fais ce portrait-là, tu mets la table, on a pas mal de choses qui militent en faveur de Maude Marquis-Bissonnette. Les dés étaient pas mal organisés d'avance pour une élection. Et, pas contre toute attente, parce qu'on le sentait dans la population, mais l'organisation, la division du vote, le financement, le salissage, tu sais, à un moment donné, ça joue cette affaire-là. Est-ce que ça pourrait faire passer par la peau des fesses, mais faire passer Maude Marquis-Bissonnette? Ben non. Action Gatineau s'est fait dire non merci. Et évidemment, c'est l'élément le plus marquant de l'année politique à Gatineau, c'est l'élection générale au mois de novembre, et Maude Marquis-Bissonnette est défaite par France Belle-Île. Donc, France Belle-Île gagne l'élection, gagne la majorité des quartiers, 12 sur 19, et il y avait 3 candidats déjà élus d'Action Gatineau qui se représentaient, et seulement qu'une de ces candidates a réussi à se faire réélire. Les nouveaux candidats d'Action Gatineau, c'est des gens qui viennent de se faire élire. La plupart ont bénéficié d'une division du vote parce qu'il y était 3 candidats dans les quartiers. Donc, c'est un message on ne peut plus clair que l'orientation d'Action Gatineau, la façon qu'on traitait les citoyens, c'est pas ce qu'on souhaitait à Gatineau. On les a mis dehors. Et là, on a un nouveau conseil, majoritairement encore formé d'indépendants, un ventre nouveau. Il y a qu'une seule personne de l'ancienne gang d'Action Gatineau qui est de retour à la table. Puis c'est une femme qui s'appelle Isabelle Miron, qui n'est pas très connue, n'a pas fait beaucoup de vagues. Elle est dans le quartier des Hautes-Plaines. Donc, on se ramasse avec tout un vent de changement à Gatineau suite à cette élection. Je me répète encore parce que je trouve ça scandaleux, puis je trouve ça épouvantable que c'est comme ça encore aujourd'hui, mais l'iniquité, cette élection a été une démonstration, et les jours suivants, en passant, est une démonstration éloquente de l'iniquité qui existe
entre des candidats indépendants puis des partis politiques au municipal, iniquité dans le financement, dans l'organisation, iniquité dans tout cela, et iniquité aussi parce qu'on apprend que Action Gatineau, comme parti, comme organisation politique, non seulement est financé, on le savait, là, à chaque année par la ville de Gatineau, parce que c'est un parti, puis c'est en fonction du nombre de votes qu'ils ont réussi à avoir, mais on vient d'apprendre qu'ils ont le droit, puis ils ont décidé de le prendre, de capturer, de s'approprier un pourcentage du budget du cabinet du maire. Alors, pour faire fonctionner Action Gatineau comme opposition, ils vont bénéficier de centaines de milliers de dollars, ce qui n'est pas du tout possible pour des candidats indépendants. Alors, une autre façon de montrer comment c'est inéquitable, injuste, inique, pas fair, nommez-les, puis à un moment donné, là, il va falloir que la démocratie gagne ici, là, plutôt que les intérêts particuliers des partis puis de l'Union des municipalités du Québec qui décident de garder ça en dessous de la couverte parce que ça fait l'affaire de tout le monde. Pensez-vous que Maxime Pedneau-Jobin aurait dénoncé ça, comme dire « ça n'a pas de bon sens, j'ai un avantage indu ». Ben non, ce grand démocrate qui l'est qu'à ses heures. Alors, il va falloir à un moment donné qu'on aborde cette question-là pour rétablir les choses. Je veux poursuivre sur cette lancée-là parce qu'il y a aussi une iniquité dans une possibilité pour les villes de se doter de ce qu'on appelle le principe de colistier. Colistier, c'est quelqu'un qui se présente à la mairie avec un parti politique, désigne un ou une candidate dans un quartier, puis si jamais il perd à la mairie, puis la personne a gagné dans le quartier, ben, par exemple ici, Maude Marquis-Bissonnette pourrait siéger au conseil en bumpant un des candidats. Je donne l'exemple concret. Si c'était en place à Gatineau, et c'est le choix de Gatineau de le faire en passant, là, Action Gatineau aurait pu implanter cela à Gatineau avec un vote au conseil. Est-ce qu'ils auraient gagné? Je ne sais pas, mais le conseil aurait pu décider d'implanter ça. Bien, on aurait eu, donc, Maude Marquis-Bissonnette qui identifie Isabelle Miron, par exemple, comme colistière. Alors, elle est candidate. Maude Marquis-Bissonnette se bat à la mairie. Elle aurait pu dire à Isabelle Miron qui a gagné dans les Hautes-Plaines, je te bump et je vais être chef de l'opposition, je vais siéger au conseil. Moi, depuis le jour 1, autant que je trouve pas ça juste qu'on n'a pas la même possibilité pour les candidats indépendants, je trouve que le principe est très bon. Et, le cas échéant, moi j'aurais préféré avoir Maude Marquis-Bissonnette autour de la table du conseil comme chef de l'opposition à Gatineau, plutôt qu'avoir Isabelle Miron, par exemple, si elle avait identifié Isabelle Miron comme colistière. Mais parce qu'on ne l'a pas à Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette a annoncé son retrait de la vie politique, ce qui est une mauvaise chose. Elle a quelque chose à apporter, si ce n'est que pour montrer vers quoi on ne veut pas tendre. Ce qu'elle nous propose, les Gatineaux ont dit non merci. Mais j'aime mieux, moi, avoir un parti organisé, un groupe organisé qui nous propose des solutions, un peu comme Québec solidaire. Québec solidaire, c'est organisé, il nous propose voici où on voudrait amener le Québec. Puis les Québécois disent non majoritairement. Mais est-ce qu'ils apportent quelque chose au débat? Bien sûr que oui. C'est la même chose pour Maude Marquis-Bissonnette. C'est ça c'est l'autre élément, donc, parmi mes faits saillants, c'est le départ de Maude Marquis-Bissonnette de la politique. Je suis chagriné de cela. La démocratie à Gatineau aurait bénéficié de sa présence autour de la table du conseil. Mais parce que Gatineau a décidé de ne pas jouer là-dedans, puis de ne pas avoir que de colistiers, alors que la loi le permet, c'est une perte pour Gatineau. Mais quand j'aborde cette question-là, j'aborde aussi l'iniquité qui existe avec d'autres candidats. Et si Jean-François Leblanc avait pu, par exemple, identifier quelqu'un dans un quartier pour dire « tu vas être mon colistier », mais peut-être que M. Leblanc pourrait siéger au conseil, toujours. Puis les citoyens peuvent décider. Là. On n'a qu'à voter contre le colistier dans le quartier si on ne veut pas qu'il siège autour de la table. Alors, c'est quand même démocratique, mais c'est inéquitable entre les partis politiques et les indépendants. Donc, le départ du conseil, c'est un autre fait saillant de Maude Marquis-Bissonnette. On aurait pu avoir une autre alternative. Maintenant, le vent de changement qui a soufflé sur Gatineau sent très bon dans les premiers jours, dans les premières semaines, les premiers mois de ce nouveau conseil. Je trouve que c'est bien parti. C'est bien parti, notamment à cause des nominations aux commissions. J'ai trouvé que parce qu'Action Gatineau avait décidé de se prévaloir des budgets d'opposition, ben France Bellil n'a pas lésiné, a pris le taureau par les cornes, puis a dit, ben moi, à l'exécutif, je n'aurai pas un membre d'opposition.
pas ça que le mandat de la population m'a donné. Alors, elle a exclu Action Gatineau du comité exécutif, ce qui est un geste politique très fort. Et là, ça me montre qu'elle a de la colonne et qu'elle est prête à vivre avec un vent de face. Ça, c'est rassurant. Action Gatineau a fait son lit, a décidé de prendre le cash plutôt que d'avoir un siège d'influence au conseil. C'est son choix. Au moins, c'est transparent. Et là, ils vivent avec les conséquences. Donc, que ce soit pour cela ou pour les nominations d'un comité, moi, je suis très content de voir ce qui s'est passé. L'autre chose, parmi les premières décisions, et ça fait longtemps que j'en parle, le conseil a décidé de reporter l'étude et l'adoption du budget de 2022 à la Ville de Gatineau, ce qui implique deux choses. Premièrement, ça implique une dépense supplémentaire parce qu'il y a un manque à gagner de l'intérêt sur les placements que l'on n'a pas, mais ça fait en sorte que ce conseil ne serait pas bulldozé dans des décisions rapides. Ils viennent d'être élus, ils ne savent même pas où sont les toilettes à la maison des citoyens qui sont obligés de voter sur un budget de 700 millions de dollars. Puis historiquement, on a toujours dit que les premiers budgets, c'est les budgets de fonctionnaires. Ils font passer ce qui n'arrive pas d'habitude, puis là, ils voient que du feu, puis ça passe. Alors là, France Bellil a aussi fait face à la musique. Elle dit oui, je suis prête à vivre avec les dépenses supplémentaires que ça occasionne, mais je vais repousser ça pour que tout le monde ait la chance, là, au moins d'avoir leur repère pour prendre la meilleure décision pour Gatineau. D'ailleurs, il faut comprendre que le premier budget, c'est pas juste un premier budget, mais ça représente 25 de la marge de manœuvre qu'un conseil a pendant le mandat. Tu as 4 budgets. Si tu en échappes un, parce que tu n'as pas eu le temps d'y penser, puis tu sais pas comment ça marche, bien, c'est 25 de marge de manœuvre, de jeu que tu t'enlèves. Donc, très bonne décision. Moi, je suis enchanté de cette décision-là. Je sens également, parmi les priorités du Conseil, que le citoyen va être de retour au cœur de la décision. C'est-à-dire, je prends une décision pour les citoyens. Pas en dépit d'eux, mais pour les citoyens. Action Gatineau nous a habitués à prendre les citoyens comme un bras agissant pour réaliser d'autres patentes. Je sens que ce conseil-là a pris le citoyen et a dit, nous autres, nos décisions, il faut qu'on les prenne pour l'intérêt du citoyen. Ça, c'est bon. Un exemple bien concret. On a redonné vie à une commission qui avait été abolie par Maxime Pénaud-Jobin, la commission des aînés. Vous allez me dire que c'est anecdotique? Oui et non. Ça ne changera rien ben du monde dans la vie, là, OK? Sauf que là, on a une voix forte de la part des aînés qui ont des préoccupations majeures dans une ville parce qu'on tente de les garder à domicile le plus longtemps possible, surtout s'ils sont autonomes ou semi-autonomes. C'est important dans le développement d'une ville. Et là, ils ont encore une fois une voix au chapitre, voix qu'on avait enlevée sous Action Gatineau. Alors, ça vous montre comment on a remis le citoyen au centre de l'action. Et je veux terminer avec les dossiers chauds pour 2022. On va commencer bien sûr avec le budget, les hausses de taxes. J'ai hâte de voir. Très sensible là, à la hausse de taxes, incluant pour le non-résidentiel. Fait qu'on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Ça, c'est la première chose, la hausse de taxes. Il y en a 4 sujets, en fait, qui seront prioritaires pour moi. Donc, celui-là est un. Le deuxième, c'est très certainement la décision de Québec pour l'emplacement du nouvel hôpital. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. C'est important. Fiez-vous sous moi, là. C'est majeur comme décision. Puis la ville de Gatineau ne peut pas être passagère sans droit de regard. On ne peut pas être sur les lignes de côté. La ville de Gatineau va se ramasser avec les problèmes, là, avec la dépense, avec la facture, avec les enjeux. Alors, il faut qu'elle soit au cœur, il faut qu'elle soit consultée, il faut qu'elle soit d'accord avec ça. Sans ça, ça ne marche pas, là. Ça n'a pas de bon sens de forcer une ville à changer son réseau d'aqueduc pour accueillir donc l'hôpital, changer son réseau de transport en commun, changer les routes d'accès, changer sa localisation des casernes d'incendie, à la limite, si elle est d'accord, si Gatineau dit oui, c'est une décision stratégique, ça rentre dans mon plan d'urbanisme, dans mon schéma d'aménagement, peut-être, mais encore faut-il qu'il soit à la table. Ça n'a pas de bon sens de la part de Québec de comment on est en train de traiter la 4e ville en importance, où est-ce qu'on va investir 2,5 milliards de dollars, probablement, là, autour de ça, pour bâtir une infrastructure qui va être là pour une centaine d'années, qui va avoir 5 000 employés, plusieurs milliers d'utilisateurs à chaque jour, accès avec des ambulances. Tu ne peux pas te tromper où tu mets ça. Puis ça n'a pas de bon sens de mettre ça, par exemple, dans les Hautes-Plaines. Là. Ça ne se tient pas. Là. Ça n'a pas de bon sens. Alors, le dossier prioritaire de ce conseil, le dossier politique le plus prioritaire, ça va être la question de l'hôpital. Bien sûr aussi, et là, je m'en viens en transport en commun,
dossier du tramway, j'espère que le nouveau conseil va s'en approprier, là. Et j'espère qu'on est en train de réaliser, est-ce que c'est le meilleur moyen? Est-ce que c'est le bon mode de transport? Parce que vous savez, depuis le départ, l'objectif était l'harmonisation avec Ottawa, là, parce qu'on voulait s'arrimer. Rappelez-vous du terme, l'arrimage avec Ottawa. Depuis qu'on a commencé les dessins, c'est fini cette affaire-là. Oublie ça, là. Il n'y a plus d'arrimage avec Ottawa, pas pantoute, là. On n'embarque pas ces rails d'Ottawa, eux autres, ils n'embarquent pas sur nos rails. Oubliez ça. Fait qu'est-ce que c'est encore pour 4 milliards probablement, entre 3 et 4 milliards, le meilleur projet pour l'ouest de la ville? Puis on fait quoi entre-temps? Parce que ça, c'est dans 10 ans, dans 12 ans. On fait quoi entre-temps? Puis qu'on donne toute l'information aux citoyens. La vitesse moyenne, ça va vous prendre combien de temps à partir de la marina en aller à la place du portage, en tramway? Combien ça va prendre de temps, etc., etc. Alors, le tramway, c'est important parce qu'on attend une décision du fédéral. Puis finalement, la STO, bien la STO, il va falloir qu'elle se questionne puis revoie des plans stratégiques, à savoir, la STO, à l'ère du télétravail, ça devrait ressembler à quoi? Il va falloir réfléchir à ça. Fait que Jocelyn Blondin est bien placé pour entreprendre cette réflexion très stratégique nécessaire pour éviter d'avoir des autobus vides. Ça coûte un bras, puis faire rouler des autobus à moitié vides ou vides, alors que les gens sont en télétravail en portion importante pour les prochaines années. Alors voilà, c'est pas mal les sujets qui vont capter l'attention du Conseil pour l'année 2022. Donc, je vous donne l'indice du jour. Si vous inscrivez cet indice dans la description, vous pourriez gagner 100 $ dimanche. On fait tirer ça dimanche. Et évidemment, l'indice du jour, c'est le mot Gatineau. Alors voilà, le mot Gatineau et l'indice du jour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous retrouve demain pour le dernier podcast de l'année 2021. En ce 31 décembre, un podcast qui va bien sûr aborder la question des annonces prévues ce soir à 17h par M. Legault. Puis, je vous annonce déjà quelques surprises dans le podcast de demain. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous retrouve demain pour un autre podcast, Vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.